Bonjour, nous revoici ce soir avec Arnaud, toujours à Paris, mais avec Igor et Pavel pour faire notre petit point quotidien. On entend qu'il s'est passé un certain nombre de choses aujourd'hui sur un plan politique et diplomatique dont Arnaud et Igor vont vous parler. Il s'est passé un certain nombre de choses aussi sur un plan économique et je sors d'une réunion avec le ministre du Développement économique, M. Rechet, dont je vous parlerai. Euh, donc, Arnaud, si tu m'entends, quelles sont les nouveautés du jour? Que s'est-il passé depuis hier? Une fois n'est pas coutume, je vais peut-être commencer par les développements politiques, puisqu'il y a eu un événement dont tout le monde a entendu parler, je pense, hier soir, lors du journal télévisé de la première chaîne russe, chaîne d'État. Vous avez vu l'irruption en direct sur le plateau d'une femme brandissant plutôt une pancarte contre la guerre en Ukraine. Il s'agissait d'une journaliste de la même chaîne qui avait d'ailleurs enregistré au préalable un message dans lequel elle exprimait son mea culpa pour sa longue coopération avec la première chaîne russe et appelait entre autres à la paix. Donc on a beaucoup entendu parler de ce coup d'éclat. À la mi-journée, ses avocats disaient être sans nouvelles d'elle et craindre qu'elle soit poursuivie dans le cadre de la nouvelle loi sur la divulgation de fausses nouvelles. Il apparaît entre-temps qu'elle est jugée en comparution immédiate par un tribunal administratif, ce qui a priori devrait aboutir à une peine plus légère. Entre-temps également, on a appris que le président Macron allait proposer une aide consulaire, même si on a du mal à imaginer à quoi ça pourrait ressembler puisqu'il s'agit d'une citoyenne russe. En tout cas, le président français a dit vouloir en parler avec Vladimir Poutine lors de leur prochain entretien. Toujours s'agissant de la télévision russe, plusieurs journalistes d'une autre chaîne, NTV, ont annoncé leur démission, en particulier Vadim Glusker, qui a longtemps été correspondant à Paris en Europe occidentale. Autre développement politique aujourd'hui en Russie, les réquisitions du parquet général à l'encontre d'Alexei Navalny, 13 années de détention dans le cadre d'une affaire d'escroquerie et d'outrage à la cour. Si l'on revient au dossier ukrainien, on note par ailleurs que l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football, Artyom Dzyuba, a émis le souhait de ne pas être appelé en sélection pour raisons familiales. Le joueur du Zénith a en effet des membres de sa famille en Ukraine. Autre déclaration, autre développement qui me paraît significatif, déclaration de l'ancien vice-premier ministre Arkady Dvorkovitch, par ailleurs président de la Fédération internationale des échecs, qui a déclaré dans un entretien à une publication américaine que ses pensées, je cite, étaient avec les civils ukrainiens. Dvorkovitch a longtemps été réputé proche de Dmitri Medvedev. Et enfin, un chiffre dans cette sous-partie politique, 40 millions de comptes Telegram auraient été ouverts depuis le blocage de Facebook et les restrictions d'accès à Instagram. Je passe maintenant au volet économique. Quelques mots supplémentaires par rapport à ce que j'ai dit hier à propos des sanctions de l'Union européenne. Elles ont été arrêtées, mais pas encore publiées à ma connaissance dans le détail au journal officiel. Il y aura peu de surprises, encore une fois, par rapport à ce que j'ai dit hier. Donc, interdiction, en tout cas, restriction d'exportation européenne s'agissant des produits de luxe, restriction de certaines importations d'acier en provenance de Russie, inclusion de nouvelles personnalités dans les listes de personnalités russes interdites de séjour et dont les avoirs pourraient être confisqués au sein de l'Union européenne. Il y a également l'interdiction pour les agences de notation de travailler avec des entreprises russes, en tout cas de faire ces notations, ces évaluations. La Commission européenne dit que le préjudice
qui pourrait être infligé à la Russie en termes d'exportation s'élèverait à 3 milliards, un peu plus de 3 milliards d'euros. Alors, par ailleurs, parmi les conséquences qui peuvent paraître lointaines, mais qui sont bien réelles et qui peuvent avoir des conséquences parfois dramatiques, il y a alors, comme toujours, des heureux et des malheureux. Les heureux, en tout cas, les opportunistes, si j'ose dire, les Indiens, apparemment, qui se disent prêts à acheter en roupies ou en roubles un certain nombre de matières premières russes avec des rabais importants. Donc, dans un contexte qui voit certains vendeurs de pétrole russe avoir des difficultés à écouler leur production sur les marchés européens, eh bien, les Indiens disent vouloir se porter acquéreurs, entre autres, de brut russe à des prix défiant toute concurrence. On parle de 25 à 30 dollars par baril. Et par ailleurs, on voit monter un vrai sujet d'inquiétude au Maghreb en particulier, Maghreb dont on sait qu'il est très dépendant de ses importations de céréales ukrainiennes et russes. Et on voit d'ores et déjà de l'inflation et une inquiétude sur les approvisionnements à la veille du Ramadan. Donc, voilà, tout ça commence à être visible et à avoir des effets importants. Dernier point, le médiateur russe pour les droits des entrepreneurs, M. Boris Titov, a déclaré aujourd'hui que 81% des entreprises de Russie étaient concernées directement ou indirectement par les sanctions et les contre-sanctions. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui, Président. Merci beaucoup, Arnaud. On parlera des sanctions européennes dès que nous aurons la liste. J'entends dire qu'il y aurait énormément de monde dessus. As-tu entendu la même chose, Oui, Arnaud? on parle de plusieurs centaines de personnes cette fois-ci. Oui, mais ça veut dire que là, ce ne sont plus des oligarques. Non, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas autant d'oligarques en Russie. Il n'y a pas 600 oligarques en Russie. Donc, peut-être on se souvient que lors des précédentes vagues, les parlementaires avaient été frappés. On peut imaginer peut-être encore des militaires. On verra. Mais en tout cas, il n'y a pas 600 hommes d'affaires de premier plan liés au Kremlin en Russie. Merci. Sur un plan diplomatique, Igor, vas-tu nous annoncer des bonnes nouvelles aujourd'hui? On entend parler de bonnes nouvelles. J'aimerais bien annoncer des bonnes nouvelles, mais j'annonce plutôt des éléments qui voilà, sont, comme je le disais hier, plutôt raisonnablement de bon augure. Bon, la journée a débuté avec une nouvelle en provenance de Kiev de la part d'un des principaux conseillers du président Zelensky, qui a accordé hier ce conseiller une interview qui a été reprise par RIA Novosti, dans lequel il donne une fourchette pour une hypothétique signature d'un accord de paix avec la Russie. Il donne une fourchette qui va de 1 à 2 semaines jusqu'à début mai. Donc on est quand même sur des échéances assez brèves. Et ce qui finalement corrobore déjà des éléments qu'on a pu lire depuis quelques jours sur le fait que les choses avancent en coulisses, on va dire diplomatiquement. Il y a actuellement un 4e tour de pourparlers qui n'est toujours pas fini, qui a repris donc aujourd'hui à 14 heures. Il a été suspendu hier. Je rappelle que ces pourparlers entre Russes et Ukrainiens se tiennent maintenant sur un format en ligne, ils ne se tiennent plus en Biélorussie. Ce qui permet, comme je le démontrais hier, plus d'agilité dans les discussions et, j'allais dire, les allers-retours entre les autorités et les négociateurs. Donc ce 4e tour a repris à 14 heures. Au moment où on parle, il n'est toujours pas terminé, il se poursuit. Sur d'autres contacts diplomatiques, on relève que le Premier ministre israélien et Vladimir Poutine se sont parlé hier soir par téléphone. Je note que c'est le 5e appel téléphonique entre le président russe et le Premier ministre israélien depuis le 24 février, étant entendu qu'ils se sont aussi rencontrés en personne le 5 mars à Moscou, donc ce qui fait évidemment beaucoup et ce qui montre qu'il y a une véritable un contact quasiment, enfin presque permanent, en tout cas régulier entre les Russes et les Israéliens. Et que demain, on attend le ministre turc des Affaires étrangères dans la capitale russe, manifestement, où il va rencontrer donc
donc Mevlut Cavusoglu, qui va rencontrer son homologue russe Sergei Lavrov. Ce qui fait que sur les médiateurs moyen-orientaux, il y a quand même beaucoup d'activités entre Israéliens et Turcs. À cet égard, on a parlé la semaine dernière de la venue très discrète de Gerhard Schröder à Moscou. Au cours de ce déplacement, il s'est entretenu évidemment avec Vladimir Poutine, mais manifestement, il l'aurait aussi rencontré, d'après le journal allemand Bild, il aurait aussi rencontré Roman Abramovich et Vladimir Medinsky, qui est donc le chef de la délégation russe qui négocie actuellement avec les Ukrainiens. Et donc, l'ancien chancelier allemand aurait rencontré ces personnes-là à Moscou au cours de son déplacement. Et dernier élément, à mon avis, qui convient d'être relevé pour aujourd'hui, tout à l'heure, Volodymyr Zelensky a publiquement admis que l'Ukraine devait bien reconnaître qu'elle n'avait pas vocation à rentrer dans l'OTAN, ce qui est quand même un signal très fort, puisque de le reconnaître publiquement, vocalement, est évidemment, même si on avait compris que côté OTAN, c'était des choses qui étaient déjà admises depuis en tout cas ouvertement depuis quelques jours. Côté ukrainien, on continue de réclamer des zones d'exclusion aérienne, on continue de réclamer du matériel militaire, on continue de réclamer un processus d'adhésion accéléré, enfin quelque chose. Aujourd'hui, il y a quand même une reconnaissance très claire et très nette de la part de l'Ukraine, de la part de Kiev, que l'Ukraine n'a pas vocation à rentrer dans l'OTAN. Ce qui peut être, voilà, une fois de plus interprété comme un signal qui peut s'inscrire dans ces éléments convergents que j'évoquais au début de mon intervention sur un processus diplomatique qui, en coulisses, semble avancer. Merci Igor. Je vois les premières questions qui vont répondre, auxquelles je vais répondre. Il y a deux premières questions qui sont sur l'article du Wall Street Journal qui est paru hier et qui parle des entreprises étrangères qui souhaitent sortir du pays. Alors, on parle essentiellement des entreprises américaines comme Coca-Cola, McDonald's, Procter, Yum Brands, mais aussi les poulets. KFC, merci. Voilà. Donc, on parle d'arrestation de responsables ou de saisie de leurs actifs. Alors, non, ce n'est pas tout à fait ça. Il peut y avoir des visites de la procurature russe pour comprendre ce qu'ils vont faire. Pour l'instant, comme je vous l'expliquais, je sors d'un rendez-vous avec des hommes d'affaires étrangers. Nous étions une trentaine et au ministère du Développement économique où nous avons parlé de ça. Alors, la procurature, ce n'est pas le ministère du Développement économique. Donc, ce sont deux ministères différents et l'un n'a pas de pouvoir sur l'autre. Donc, effectivement, quand une entreprise annonce sa fermeture, son départ, la procurature a tout à fait le droit de convoquer les gens et leur demander ce qu'il en est. Pour l'instant, ce ne sont pas des arrestations et ce ne sont pas de saisies d'actifs. Toujours est-il qu'il y a une loi qui a été passée qui expliquait que si vous abandonniez vos actifs en Russie, c'est-à-dire si une société tout d'un coup disait ben, je pars et laisse tout en plan, il y aura une possibilité pour les autorités russes de saisir, on parle de nationalisation, les biens et évidemment les personnes qui partiraient perdraient absolument tout. Il n'y a aucun exemple pour l'instant parce que vous n'avez aussi aucun exemple de fermeture. Vous avez des exemples de fermeture temporaire, vous avez des exemples de quelques magasins fermés, comme vous le savez, puisque pour des problèmes de supply, de fourniture, en tout cas de livraison, il y a des grands problèmes de logistique pour l'instant, mais il n'y a pas encore de problème de personnes qui ont tout bêtement abandonné leurs actifs, sont partis sans payer leurs employés. Au contraire, pour l'instant, toutes les entreprises qui annoncent des fermetures temporaires annoncent aussi qu'elles payent l'intégralité des salaires de leurs employés pendant un temps, voilà, on ne sait pas combien de temps, mais pendant plusieurs mois, en attendant de rouvrir leurs activités. J'ai un document, vous voyez, je ne vais pas vous le lire, bien évidemment, il fait 15 pages et il faut qu'on le revoie
des décisions qui ont été prises par le ministère de Développement économique justement pour faciliter le départ des entreprises étrangères si jamais elles voulaient partir. Et il y a même une possibilité de départ temporaire, c'est-à-dire qu'elle peut remettre dans un fonds ses actifs et qu'elle peut revenir chercher par la suite si elle revient. Les mécanismes ne sont pas encore complètement clairs, hein, mais on a toujours été un certain nombre de réponses et il faut qu'on étudie tout le document. On va retourner voir le ministre d'ici une quinzaine de jours avec d'autres questions qu'on va soumettre entre-temps. Mais les choses avancent. Pour l'instant, je peux une fois encore, non, il n'y a pas d'arrestation et de saisie d'actifs, mais c'est possible dans la loi. Alors, on nous dit qu'il semble que les autorités chinoises soient très actives actuellement à promouvoir des opportunités d'investissement aussi pour auprès de leurs investisseurs. Pourrait-on assister à un grand emplacement? Je ne l'ai pas entendu. Je connais quelques entreprises chinoises sur place, mais je n'ai pas entendu que les autorités chinoises cherchaient des opportunités d'investissement. Aujourd'hui, ce n'est pas des opportunités d'investissement en principe que l'on cherche, c'est plutôt de voir comment on peut soit au mieux maintenir ses affaires, soit si on n'est pas capable de les maintenir, de voir comment on peut gérer cette période de transition par des fermetures provisoires ou non. Et les Chinois sont un petit peu dans ce cas-là aussi. Je regarde sur les business, y a-t-il des risques de contre-sanctions après ce 4e train de sanctions? Quelle carte reste-t-il à la Russie? C'est un peu pour toi, Arnaud, cette question. Alors, je le disais hier, certains députés disaient travailler sur un 3e train de contre-sanctions, sans précision. Pour l'instant, j'ai l'impression que la partie russe fait preuve plutôt de modération s'agissant des contre-sanctions, hein. Elle comprend bien d'abord qu'elle détient quelques leviers, mais généralement ce sont des leviers extrêmement lourds de conséquences. Fermeture des gazoducs, cessation des livraisons de titane. Donc j'ai l'impression que pour l'instant, elle ne souhaite pas, en matière de contre-sanctions, aller aux extrêmes. Est-ce que ça peut changer? Encore une fois, c'est très lié aux évolutions diplomatiques ou alors non-évolutions d'ailleurs, dans les jours et les semaines qui viennent. On a entendu parler d'ailleurs de contre-sanctions russes qui seraient prêtes. Je ne sais pas si tu as entendu ça, Arnaud. En tout cas, on n'en connaît pas le détail. Alors, on vient de voir à l'instant que le président américain Biden et son secrétaire d'État Blinken étaient sanctionnés par la Russie, mais enfin, ce n'est pas exactement, je pense, à ce genre de contre-mesures que pensent les personnes qui participent à notre forum. Encore une fois, pour autant qu'on puisse le savoir, il y a un nouveau train de contre-sanctions en cours d'élaboration, mais on n'a pas de précision sur le contour de ces mesures. D'accord. Les Russes plaisantent amèrement actuellement dans les réseaux sociaux. On ignore les noms des grandes marques russes dont seront désormais privées les grandes chaînes de magasins occidentaux. Ça, c'est certain. Une autre question économique, c'est justement liée aux fermetures temporaires. Les salaires sont-ils payés à 100% ou bien en 2/3, comme le permet la loi russe, Prostoï? Pour l'instant, j'entends parler de 100%. Alors peut-être que certains le font en 2/3, mais pour l'instant, je n'entends parler que de 100% par les sociétés étrangères qui ferment temporairement leurs activités en Russie. On a également une question. On nous demande s'il est vrai que les Russes quittent le pays par millions. Non, ni par millions, ni par milliers. On n'a pas aujourd'hui, en tout cas, le phénomène d'hémorragie démographique. Par contre, on a effectivement, et Arnaud l'a évoqué tout à l'heure, un certain nombre de personnes qui ont fait part de leur départ. Mais encore une fois, aujourd'hui, il n'est pas question d'immigration. Beaucoup de Russes vont en Géorgie, où ils trouvent une société qui parle russe, avec des
conditions professionnelles qui sont acceptables. Après, tout ceci ressemble beaucoup à du provisoire et personne ne sait exactement, encore une fois, c'est ce que l'on répète session après session, combien de temps est-ce que la situation actuelle va durer. Donc il y a beaucoup de va-et-vient, mais pas encore de phénomène d'émigration qu'on pourrait qualifier de quatrième vague d'immigration russe, comme certains le disent avec un peu trop d'emphase. Une question sur les céréales. Alors, elle va être pour toi, Arnaud. Les interdictions d'exportation de céréales confirmées par décret concernent-elles seulement les pays de l'Union eurasiatique? Y a-t-il des projets d'étendre l'interdiction d'exportation de céréales à d'autres pays hors Union eurasiatique? Je vais être prudent, donc je vérifierai ce point, mais il me semble qu'on parle d'une suspension jusqu'au 1er juillet avec possibilité d'exemption, c'est-à-dire de permis. Mais à ma connaissance, ça ne concerne pas que l'Union économique eurasiatique. Mais je vérifierai plus précisément ce point pour demain. Et pour rajouter un point et compléter ce qui était dit tout à l'heure par rapport au Maghreb, il faut savoir que, par exemple, pour un pays comme la Tunisie, qui, comme chacun sait en ce moment, a une situation politico-économique extrêmement délicate, la Russie et l'Ukraine, c'est 50% des approvisionnements de céréales. C'est-à-dire que si là, ça coince, pour un pays comme la Tunisie, c'est dramatique. Et pour les approvisionnements en pétrole, c'est pareil, ils budgètent leur budget, en fait, prévoit le budget avec des hypothèses sur des paris qui sont aujourd'hui complètement déconnectés de la réalité. Et ils sont extrêmement fragiles sur ce point de vue-là aussi. Mais ne pourrait-on pas imaginer une négociation entre la Tunisie et l'Union européenne et les États-Unis pour autoriser aux Tunisiens l'importation de céréales? C'est possible qu'après il y ait des exemptions qui soient faites, mais c'est tout à fait possible pour éviter justement trop de catastrophes. Mais ça n'empêchera pas que sur l'Ukraine, par exemple, si jamais les terres sont inexploitables pour X raisons, parce que c'est des zones de combat, parce qu'elles sont contaminées, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a, il restera toujours qu'il y aura un manque et que la Tunisie va se tourner vers d'autres exportateurs connus, la France ou le Canada par exemple, mais qui vont pratiquer probablement des prix qui ne sont pas forcément abordables pour leur budget. Mais la France ou le Canada ne pourront pas remplacer complètement la Russie et l'Ukraine. Non, surtout que ça ne va pas concerner que la Tunisie, ça va concerner d'autres pays comme peut-être le Maroc ou l'Égypte. Tous les pays du Maghreb. Voilà, l'Égypte, c'est 70% même pour ce qui est des importations de Russie. Donc tout le monde va se tourner vers ces autres exportateurs potentiels, ce qui va créer une tension sur le marché, faire monter les prix. Après, on est sur le cycle qu'on connaît. Et on se retrouve là sur des scénarios qu'on a pu connaître il y a 10 ans dans la région et qui ont mené aux conséquences que l'on connaît. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie tension, mais ça c'est des conséquences qu'on ne peut pas mesurer encore aujourd'hui, c'est des choses qui se mesurent sur des mois, c'est sûr déjà. Quand tu parles des conséquences que l'on connaît, tu parles des on sait qu'une des principales allumettes pour le printemps arabe, c'était qu'effectivement les gens n'avaient pas assez à manger et que c'était parti notamment de livraisons insuffisantes, notamment sur l'Égypte, mais pas que, et ce qui a catalysé les mécontentements qui s'étaient empilés du fait des problèmes de gouvernance, enfin voilà, structurels en fait, depuis des années. On parle souvent des exportations russes qui rapportent des devises comme le gaz pétrole, armement, métaux, céréales, mais quelles sont les principales importations russes qui coûtent des devises, surtout en période de sanctions? Ce sont les biens d'équipement pour l'essentiel. Les biens d'équipement et les biens de consommation, qui vont sans aucun doute être drastiquement réduits du fait de la d'évaluation du rouble et peut-être de certaines décisions politiques et industrielles. Alors, des questions plus pratiques qu'économiques maintenant. Alors, on revient, c'est une question qu'on a tous les jours. Y a-t-il une banque française ou européenne qui délivre des cartes de crédit UnionPay? Alors, une fois encore, je sais que la Rosebank est en négociation avec UnionPay pour faire une carte MIR UnionPay. Je rappelle, MIR, c'est le système russe, UnionPay, c'est le système chinois, mais qui marcherait donc à l'étranger. Des banques étrangères qui le délivrent UnionPay, vous en connaissez? Je n'en connais pas. Il faut demander à votre banque. Parce que je n'en connais pas pour l'instant. Il y a des cas, on sait que la Sberbank le fait, mais les autres, pas forcément. Peut-être Revolut, je ne sais pas si Revolut le fait. Revolut, je ne sais pas. Il faut regarder. Une question
Voilà, sur le train, toujours la possibilité des ressortissants de l'Union européenne de se rendre en train à Helsinki, c'est toujours impossible. Alors maintenant, on a une situation plus claire. On sait que les Finlandais ont autorisé. Maintenant, c'est une question qui a été adressée par l'ambassade de France aux Russes, au ministère des Affaires étrangères, qui est d'accord. Mais le problème, c'est que la loi a été votée par un vice-premier ministre et il faut que la loi qui bloquait les trains aux étrangers, c'était dans le cadre du Covid. Hein. Il faut que la vice-premier ministre, Madame Golikova, lève ce décret et ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais ça, on va vous tenir au courant, bien évidemment. Alors, avez-vous des informations sur le projet de loi avancé par la Douma au sujet du choix de la nationalité pour les binationaux, obligation de rejet de l'une des nationalités? Est-ce que Pavel, t'es Arnaud? Non, moi je sais, non, sur l'aspect rejet, aucun élément, mais je sais qu'avant tout, enfin, en 2021, la loi, les Russes avaient modifié les conditions d'accession à la nationalité russe pour au contraire accélérer, pour ceux qui le souhaitaient, l'obtention de la nationalité russe. Et il n'était pas question à ce moment-là de devoir faire un arbitrage entre 2 voire 3 nationalités. Et donc en fait, ils autorisaient tacitement les personnes à avoir au moins 2 nationalités. Ça, c'était jusqu'à fin 2021, début 2022, ce qui prévalait. Depuis, est-ce qu'ils sont revenus un peu là-dessus en demandant des arbitrages? Je ne sais pas, je ne crois pas. J'ai rien lu en tout cas de tel. Ça serait un peu contradictoire, oui. Ouais, donc, on va voir. Bien évidemment, on suit ça de très près, puisqu'il y a beaucoup de binationaux. Hein. Je crois que dans la communauté française, il y a 38% de binationaux maintenant. Parce que vous avez effectivement beaucoup d'enfants qui sont nés et qui sont binationaux. Juste, on revient sur la carte Mir Union Pay. Alors, on nous dit que bientôt Raiffeisen devrait le faire, hein, comme Rosbank, et que Revolut ne fait plus de virements entre la Russie et l'Europe. Voilà. Donc, ça répond à la question. Une question sur les sections occidentales, sur Irkout. Signe-t-elle la fin de l'aéronautique russe, Superjet 100 et MS-21? Le MS-21, qui est l'équivalent de l'A320, qui est fait entre la Russie et les Chinois, et dans lequel Thales et Safran, bien évidemment, participent. Je ne sais pas. Non, MS-21, c'est le projet russe. Il y a un pendant russo-chinois qui est le CR929. Oh, pardon, oui, plateformes différentes qui sont un peu sur le même segment. Ouais. Mais bon, Sukhoi Superjet 100, c'est la plateforme un petit peu de la génération, en tout cas, qui a un projet antérieur au MS-21, qui a un projet en cours de développement. Les premiers avions volent, en tout cas au niveau prototypaire, des essais très avancés. Effectivement, Safran, qui est cité, participe au projet. Il y a des joint ventures qui ont été créées dans le cadre de cette coopération. Dire que c'est la fin, j'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des chaînes de fournisseurs qui sont extrêmement nombreuses, et si les fournisseurs sont partis, pour reconstituer ces chaînes, ça va être extrêmement compliqué, surtout s'ils ne veulent pas revenir. Alors quand on dit les fournisseurs, ça peut être des Occidentaux, évidemment, ça peut être des Américains, ça peut être des Asiatiques, des Japonais, ça peut être plein de monde. C'est un projet international, et évidemment, tout reconstituer, ça va prendre du temps, surtout si les gens sont échaudés, sont effrayés, ou il y a de la surconformité, ou tout simplement sont soumis à des pressions diverses. Et donc oui, ça peut compliquer passablement l'avenir du projet, c'est sûr. Il ne faut pas se mentir. Les produits de biens de consommation, tels que les produits cosmétiques, ne sont pas soumis aux sanctions. Quelles sont les perspectives et les risques pour l'export vers la Russie? On peut le faire. Moi, j'ai juste vu que Estée Lauder, qui est américain, a décidé de suspendre ses activités en Russie, mais je ne sais pas si... C'est pas lié à ça. C'est pas lié à ça. Non. Ouais. Non, on peut le faire. Le problème, c'est un problème logistique. Il y a Estée Lauder, s'ils font venir leurs produits des États-Unis, c'est un petit peu compliqué. Ça, on ne peut plus faire venir par bateau. Les ports sont fermés, je crois, maintenant, non? Pas encore, il me semble que ça fonctionne encore. J'ai pas vu de sanctions sur les transbordements, le fret, etc. J'espère qu'il n'y en aura pas. Tu vois, j'avais entendu dire qu'il allait y en avoir.
J'avais vu sur Novorossiysk qu'il y avait certaines choses, mais je ne crois pas que les ports, je crois pas qu'il y ait d'embargo en fait. Les Américains ont dit qu'ils considéraient, j'ai entendu Biden dire hier ou ce matin, qu'ils considéraient effectivement de mettre un embargo sur les voies maritimes, mais c'est pas encore acté. D'accord. Ce qui serait un acte de guerre, accessoirement. Ça c'est ça c'est un blocus en fait. Hein. C'est-à-dire que là on décide de mettre un blocus sur un pays. Toujours sur l'union de paix, on dit que la banque de Saint-Pétersbourg propose l'union de paix, mais compte tenu des demandes importantes, les frais et les prix sont temporairement très élevés. Une question sur les crypto-monnaies. Pensez-vous que les crypto-monnaies étatiques telles que le e-rouble ou le e-renminbi puissent être de nature à offrir une alternative pour l'exécution de flux financiers entre la Russie et des pays tiers? Aucune idée. Aucune idée. Il est parti de toute façon encore, il n'est pas émis. On en parlait fin 2022, je crois, par la Banque centrale de Russie, mais pour l'instant, non. Non. Bon. Alors, une autre question pratique, on dit que le ministère des Finances a déclaré aujourd'hui, je ne sais pas si tu as trouvé quelque chose. Non, je regarde en même temps les fils d'actualité des... Bon, alors, le ministère des Finances aurait déclaré aujourd'hui qu'il serait possible pour les résidents, les PKS, hein, ceux qui ont des visas d'employés, de transférer des devises sur leur compte à l'étranger. Qu'en est-il? C'est dans la newsletter de l'AEB aujourd'hui, paraît-il. Je n'en sais rien, je n'en ai pas entendu parler. On va suivre ce point-là et on va vous le dire demain, ça. Enfin, on vous fera une mise à jour demain si on va faire les recherches nécessaires. Quelles sont les liaisons aériennes courtes permettant de se rendre à Moscou depuis Paris? Le plus simple, hein, c'est Belgrade. Ça, voilà. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir des avions. Enfin, ils ont doublé leur avion. Il paraît qu'ils vont même rajouter encore d'autres avions à fin mars. Non, mais ils ont pris des pressions en fait. C'est-à-dire qu'ils voulaient rajouter des appareils. Ils ont commencé à le faire ou ils comptaient le faire et ils se sont fait taper dessus par visiblement l'Union européenne qui leur a dit qu'ils profitaient d'une situation catastrophique pour faire du profit. Et par conséquent, c'était honteux. Et donc finalement, ils sont revenus sur le rythme des rotations standards avec sans rajouter des avions. Et ce qu'ils vont mettre en conservant les rotations des avions avec plus de capacité pour augmenter, ça je ne sais pas, mais ils voulaient rajouter des segments et ça leur a été reproché. Donc ils s'en tiennent au rythme des rotations actuelles. Et ça a été d'ailleurs exprimé par le Premier ministre serbe lui-même, qui a dit qu'il a subi des pressions pour justement empêcher Air Serbia de revenir sur le projet d'Air Serbia d'augmenter les rotations. Et Gilles Chenesso veut rajouter... Oui. C'est apparemment la bonne nouvelle qu'il y aurait, mais à confirmer encore réellement, c'est que Aeroflot remettrait un quotidien sur Yerevan et sur Bakou. Ce qui fait que ça donne plus de possibilités pour repartir. Et avec des appareils russes. Avec des Sukhoi Superjet. Voilà, exactement, ce dont on parlait. Donc, on pourrait, par la suite, Bakou-Paris ou Yerevan-Paris. Pour Charles Aznavour. Ouais. Voilà pour les lignes aériennes. Mais alors, on n'a plus de questions. Formidable. On a dû être très bon aujourd'hui. Sur les élections. Alors, on a des petites informations pratiques aussi que l'on a sur là, c'est pour les Russes, c'est pour les Français vivant en Russie et pour les problèmes de procuration pour les élections présidentielles. Donc, on essaie de se raccrocher à des échéances normales, qui dit donc échéance normale dit élection présidentielle. Donc là, je vous dis ce que le consul général, notre excellent Patrice Cervanti, m'a annoncé aujourd'hui, enfin m'a déclaré. Selon l'article L30 du Code électoral, l'inscription de tout ressortissant français sur des listes municipales en France est possible jusqu'au 30 mars. Il a également prévenu du risque de mauvaise volonté éventuelle en France. Et si jamais la mairie de votre ville, de votre village, de votre arrondissement
vous explique que ce n'est pas possible, dans ce cas, vous pouvez solliciter le consulat de France à Moscou qui vous fera une attestation en bonne et due forme afin que vous puissiez être inscrit sur la liste électorale. Encore une fois, c'est possible jusqu'au 30 mars. Par ailleurs, la question des procurations, donc le même code électoral prévoit la possibilité pour tout Français résidant à Moscou, mais pas uniquement, mais dans le cas d'espèces résidant à Moscou, d'avoir jusqu'à 3 procurations par personne. Afin de les obtenir, il vous suffit d'aller sur le site internet maprocuration.fr, vous cliquez et ensuite, après avoir indiqué à qui vous donnez procuration, il faut vous rendre soit à la mairie, soit au consulat, si vous êtes à Moscou, afin de pouvoir faire entériner cette procuration. Donc jusqu'à 3 procurations par personne et inscription sur les listes possibles en France jusqu'au 30 mars. Merci Pavel. Alors, on a un invité surprise aujourd'hui, quelqu'un que l'on connaît bien, voilà, qui s'appelle Gérard Segers et qui est le conseiller économique et commercial de l'ambassade de Belgique pour la Wallonie. Voilà. Et comme on nous pose souvent des questions en nous demandant mais quid des communautés étrangères autres que les Français, ben voilà, Gérard, merci d'être là aujourd'hui. Merci de nous faire un petit point sur que font les entreprises wallonnes et partent-elles, restent-elles, y a-t-il beaucoup de mouvements dans la compagnie? Et les Wallons, juste pour que vous sachiez, qui sont des investisseurs importants en Russie. Tout à fait. Voilà. Alors tout d'abord, au nom des Wallons et des entreprises belges, je remercie la Chambre de commerce pour ces éclairages qui sont vraiment très très importants pour bien comprendre ce qui se passe ici. Vous avez parmi vos auditeurs énormément de Belges aussi qui vous regardent. Bon, on les salue et on les remercie. Voilà. Alors, pour ce qui est de la présence belge ici, il faut savoir que la plupart des entreprises belges qui sont actives en Russie, avec des usines, avec des activités commerciales, sont essentiellement actives dans le B2B et assez peu dans le B2C, ce qui veut dire qu'en termes d'image, il n'y a pas besoin de communication auprès des consommateurs, il n'y a pas véritablement besoin d'annoncer des retraits ou des suspensions d'activité. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est essentiellement un attentisme. On est aujourd'hui dans le cœur de la crise et les entreprises belges qui sont présentes ici sont souvent dirigées par des Russes qui connaissent bien la situation ici et qui font un peu le gros dos, qui attendent un petit peu de voir ce qui sera possible dans le temps d'après, parce qu'il y aura un temps d'après. Et ce qu'on entend, c'est que effectivement, les scénarios les plus probables, c'est quelque chose qui va entre du mauvais et du très mauvais. Alors, on a évoqué des exportations. Alors, les exportations, évidemment, sont impactées par ce qui se passe ici. Les entreprises belges qui faisaient des affaires ici sont extrêmement nerveuses. On l'a évoqué aussi, au-delà des sanctions, qui sont finalement relativement limitées en termes de secteur, il y a un impact réel sur les chaînes logistiques qui sont devenues beaucoup plus complexes. J'entends beaucoup que les agents en douane, par exemple, hésitent lorsque des exportateurs belges décident d'envoyer des camions ou des marchandises vers la Russie. Il y a là une nervosité qui fait que, dans la pratique, si en plus on ajoute les problèmes de paiement aussi, il y a véritablement une inquiétude des exportateurs belges à l'égard de la Russie. Alors, évidemment, la poussière va retomber. Dans quelques semaines, on espère une solution diplomatique à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est sans doute probable, c'est que ce qui se fait maintenant s'inscrit dans la longue durée. Il y a un avant et un après, et les entreprises belges, clairement, suivent avec beaucoup d'inquiétude ce qui se passe ici. Merci beaucoup Gérard, et bien évidemment tu peux revenir quand tu veux, on sera toujours ravis. On nous dit super initiative d'inviter nos amis wallons et on peut remercier Gilles d'ailleurs Chenesso pour ça, mais on est ravis que tu sois effectivement venu et on verra pour inviter d'autres pays qui puissent faire une mise au point aussi. Une explosion de jalousie de nos amis flamands.
Oui, exactement. Juste deux petits points avant qu'on ne termine. Alors, la procuration ne peut être donnée qu'à un citoyen français. Oui, bien sûr, parce qu'il faut que ce soit quelqu'un qui soit inscrit sur les listes électorales. C'est pas n'importe quel citoyen français. Il faut être inscrit sur la liste électorale de Moscou et voter à Moscou pour pouvoir avoir une procuration. Donc, évidemment, pour voter, il faut être français. On nous donne aussi une information, alors c'est de commerçantes, à prendre avec toutes les précautions, qu'aujourd'hui, donc Blinken, Hillary Clinton, Jen Psaki, voilà. Jacob Sullivan et le directeur du Pentagone, Lloyd Austin, sanctionnés par le ministère des Affaires étrangères russe. C'est notre ami Philippe Pégorier, que nous saluons, qui est traditionnellement toujours très bien informé, qui nous communique cette information de commerçante. Voilà, très bien informé, mais par commerçante. Il a de bonnes sources. Il a de bonnes sources. Merci. Avant que nous terminons, le petit mème traditionnel de fin de session, notre fil Telegram, qui, comme Arnaud l'a indiqué, devient en Russie aujourd'hui un moyen d'expression et d'information tout à fait fondamental. Donc, CCI France-Russie dans le moteur de recherche, et vous nous trouvez immédiatement. La hotline@ccfr.ru. Et toute cette semaine, tous les jours travaillés, du lundi au vendredi, vous nous retrouverez quotidiennement à 17h30 heure de Moscou, GMT +3. Nous sommes également, très heureux de vous retrouver. Nous remercions encore une fois des messages que vous nous envoyez sur Telegram, sur WhatsApp, sur tous les réseaux sociaux, par mail, par SMS de soutien. Et sachez que votre soutien nous est plus que nécessaire, il nous est indispensable. Et merci d'être avec nous tous les jours. Et la CCI France-Russie reste à vos côtés. Merci, au revoir. Tenez bon.